Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'ONU revient à la charge. Le Conseil de sécurité menace de prendre des sanctions ciblées contre le régime de Kigali et de Kampala. Dans une déclaration, les 15 pays membres du Conseil ont exprimé leur soutien total au rapport des experts qui mettent en lumière le rôle joué par des hauts responsables au Rwanda et en Ouganda dans la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. L'élection du Rwanda au Conseil de sécurité continue de susciter des réactions. L'ONG Human Rights Watch dit regretter ce choix. Il estime que le Rwanda n'est pas crédible pour occuper ce siège à cause de son soutien aux rebelles du M23. À Kinshasa, l'on regrette que le pyromane soit récompensé après avoir mis le feu chez les voisins. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet Actu 7 et merci de regarder la télé républicaine. Des dirigeants rwandais menacés de sanctions, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a exprimé vendredi son soutien total aux experts onusiens, a implicitement menacé de prendre des sanctions contre des hauts responsables du régime de Kigali et de Kampala, accusés de soutenir la rébellion de l'Est de la République démocratique du Congo. Le Conseil n'exclut pas non plus la possibilité de renforcer les capacités de la MONUSCO. Commentaire. C'est une prise de position ferme qui intervient au lendemain de l'élection par l'Assemblée générale de l'ONU du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans commençant en janvier prochain. Dans sa déclaration, le Conseil condamne fermement tout appui extérieur apporté au mouvement rebelle congolais M23 par des pays voisins et exige que ces ingérences cessent sous peine de sanctions, en référence implicite au Rwanda et à l'Ouganda. Le Conseil dit clairement exprimer son soutien total à ces experts qui accusent formellement dans un rapport confidentiel les 2 pays de continuer à armer les rebelles à l'est de la RDC. Selon ce rapport, qui doit être soumis au Conseil le mois prochain, les gouvernements rwandais et ougandais continuent de soutenir militairement et politiquement le M23, allant même jusqu'à affirmer que la rébellion est commandée de facto par le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe. Pour Kigali, le chef du groupe des experts mène plutôt une vendetta personnelle contre le régime rwandais. Mais les 15 pays membres se disent déjà prêts à prendre des sanctions ciblées contre les dirigeants du M23 et ceux qui violent le régime de sanctions et l'embargo sur les armes auxquelles est soumise la RDC, ce qui pourrait l'amener, selon des observateurs, à sanctionner notamment le ministre rwandais de la Défense, mis en cause directement dans le rapport des experts de l'ONU. Une demande est déjà adressée aux pays membres de soumettre d'urgence des listes de personnes ou d'entités à sanctionner. Toujours dans sa déclaration, le Conseil demande aussi au secrétariat général de l'ONU de lui faire des propositions pour renforcer les capacités de la MONUSCO, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Ceci pour mieux remplir son mandat, y compris pour surveiller le flot d'armes et de matériel militaire qui passe par les frontières est de la RDC. On se rappellera que dans leur résolution sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, les chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage avaient appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à adopter des sanctions ciblées contre tous les responsables des exactions commises dans la partie est de la RDC. Pour sa part, le président français François Hollande avait déjà plaidé pour un renforcement de la mission de la MONUSCO. La question est désormais celle de savoir si le Conseil va demeurer ferme jusqu'au bout de sa logique. Pour l'heure, la résolution de cette crise n'a que trop connu des rebondissements qui frisent la distraction. Pour sa part, Human Rights Watch proteste contre l'élection du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon cette ONG internationale, la présence du Rwanda à ce siège aura un impact négatif pour les populations congolaises victimes de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Ida Schreier, une chercheuse au sein de cette organisation, le Rwanda sera maintenant en mesure de bloquer les sanctions impliquant les officiels rwandais et d'autres initiatives pour la recherche de la paix en RDC. Pour Human Rights Watch, le Rwanda n'est pas crédible pour occuper maintenant ce siège à cause de son soutien aux rebelles du M23. Il demande aux permanents du Conseil d'exercer une pression sur le Rwanda
pour qu'il arrête de soutenir le M23. À Kinshasa, l'élection du Rwanda comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies a surpris l'opinion pendant que tout le monde attendait plutôt des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda. Cette même communauté promeut les agresseurs des Congolais, disent-ils, mais les Congolais ne s'avouent pas pour autant vaincus. Rosa Wazigudiaï et Serge Chakonyembo, reportage. C'est inadmissible. C'est en ces termes que la population kinoise exprime son mécontentement après l'élection du Rwanda comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Au moment où les Congolais attendent voir le Rwanda et l'Ouganda être sanctionnés pour leur implication dans l'agression de la RDC, d'après les derniers rapports finaux de l'ONU, c'est la même ONU qui crée la surprise en récompensant les autorités de Kigali, regrette-t-il. Ici est vraiment dommage que l'institution internationale qui est censée régir les relations entre États et de maintenir la paix et la stabilité du monde commet de l'injustice de manière flagrante. Parce qu'il est à la limite une insulte à la paix et à la sécurité au monde. Comment est-ce que l'ONU, avec leurs compétences, vont faire une histoire comme ça, prendre un pays agresseur qui dérange dans le continent? C'est une erreur, c'est une incompétence totale de ceux qui avaient pris cette décision. Moi, je ne tolère pas ça, parce que la communauté internationale savent que les Rwandais agressent pas mal la RDC. Leurs élections, pour moi, on peut les annuler, parce qu'on ne peut pas donner cette concession et on ne peut pas donner telle attribution à de pareils pays qui est en train d'agresser d'autres pays. Non, non, non. Néanmoins, il appartient aux Congolais de prendre désormais conscience que leur salut ne peut venir que d'eux-mêmes, exhorte cet ordre. Il faut que les Congolais prennent conscience que nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Et les Congolais doivent s'organiser pour être aussi forts que le Rwanda. Voilà, les Rwandais s'imposent parce qu'ils ont organisé une force autour de les Congolais qui prennent conscience et qui travaillent sérieusement, qu'ils arrêtent les petites querelles infantiles qu'ils développent. Ça n'a aucun sens. Comme quoi, à côté de la déception, les Congolais s'arment de courage pour faire échec au plan de balkanisation de leur pays. Des regrets nourris dans la presse congolaise, le potentiel notamment ne s'explique pas que le pyromane soit récompensé après avoir allumé le feu en RDC. C'est ainsi que le quotidien congolais interprète l'entrée du Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci inspire ce commentaire de la rédaction avec Anita Loambouachala. La nouvelle est tombée comme une bombe dans l'opinion nationale. Le Rwanda compte désormais parmi les 10 membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Incroyable consécration d'impunité pour avoir allumé le feu en RDC et participé activement à des violations de droits de l'homme, au pillage systématique des ressources naturelles du Congo, au massacre à répétition avec un compte macabre de plus de 6 millions de morts et des milliers de déplacés internes. Ironie du sort, le pyromane se trouve aujourd'hui récompensé par les puissances occidentales qui élèvent le Rwanda et l'acceptent au rang le plus élevé, où il aura la possibilité d'avoir toutes les informations sur la gestion du monde, et cela pendant 2 bonnes années. Malgré sa bonne volonté et sa détermination, la représentante de la RDC à l'ONU s'est battue bec et ongle pour tenter vainement d'infléchir la tendance. Sans succès, les accusations sur le rôle déstabilisateur joué par le régime de Kigali dans l'est de la RDC n'ont pas apporté des résultats. Les dés étaient déjà jetés d'avance. Mais ce qui est curieux tout de même, c'est que la candidature rwandaise était l'unique du continent, c'est-à-dire que la diplomatie rwandaise avait rallié à sa cause des pays du continent africain avant d'aller à l'assaut des autres membres de l'organisation mondiale. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exercé des pressions afin que l'unique candidature du Rwanda soit entérinée par l'Assemblée générale des Nations unies, une preuve éloquente que l'axe du mal qui soumet la RDC actuellement fonctionne avec la bénédiction des puissances occidentales. L'opposition de certains membres permanents du Conseil de sécurité n'est pas allée jusqu'au bout. Aucun d'entre eux n'a fait usage du droit de veto.
Des pays comme la France ont tenté de s'opposer à cette désignation à la suite des preuves tangibles et documentées présentées par les experts chargés d'enquêter sur l'instabilité à l'est de la RDC et surtout le tout dernier rapport de Human Rights Watch. Du coup, l'injustice fait son entrée par la grande porte dans le concert des nations, cela dans la mesure où n'ont droit de siéger que ceux qui ont une conscience légère et non des États criminels. Kigali a toujours reçu la bénédiction de certaines capitales occidentales bien identifiées dans la seule besoin de déstabiliser la RDC. Des timides sanctions annoncées pourtant avec pompe n'ont duré que l'espace d'un matin avant d'être carrément levées sans autre forme de procès. Pour des raisons géostratégiques, Washington et Londres ont jeté leur dévolu sur Kigali et Kampala, comme à l'époque de la guerre froide avec le feu président Mobutu. Toutefois, les morts congolais ne resteront pas impunis. Ils crient justice. Les coupables qui portent l'immense responsabilité de ce sang répondront un jour de leurs actes. L'Assemblée nationale s'apprête à examiner le projet de budget 2013. Le gouvernement a déposé son texte depuis jeudi dernier au bureau de la Chambre basse du Parlement. Ce budget s'élève à environ 6 900 milliards de francs. Il appartient désormais au Parlement, autorité budgétaire, de se prononcer sur ce projet de loi financière. Les débats s'annoncent de nouveau houleux, notamment sur la répartition des prévisions par secteur d'activité. Patrick Chamala. C'est un budget d'environ 7,5 milliards de dollars américains que le Premier ministre devra défendre devant la représentation nationale. Comparé au budget 2012, qui était de 7 milliards de dollars, après révision par la Commission économique et financière du Parlement, ce projet de loi financière pour l'exercice 2013 connaît un accroissement de plus de 5%. Pour le gouvernement, le nouveau budget présente un léger accroissement de 1,3% en termes de recettes et le taux de dépenses est évalué à 5,5% par rapport à celui de 2012. Le PIB, de son côté, a atteint les 32,8% contre 8,6% dans le précédent budget. C'est donc pour l'exécutif un document amélioré en termes de qualité qui sera défendu devant les élus du peuple. Cependant, beaucoup de spécialistes sont encore sceptiques. Ils attendent que les prévisions soient réparties en différents secteurs pour mieux juger de la qualité de ce document. C'est notamment dans les secteurs comme la santé, l'éducation ou encore la fonction publique que Matata Pogno et son équipe sont les plus attendus pour améliorer tant soit peu les conditions de vie des populations congolaises. Mais le gouvernement est aussi attendu côté part allouée aux institutions. Pour le précédent budget, l'une des critiques de l'opposition notamment était que l'exécutif avait attribué une grosse part du budget au fonctionnement des institutions plutôt que sur le social. Voilà qui annonce des séances plénières mouvementées au Parlement. Ce n'est qu'une question de jours. Entre-temps, le gouvernement s'attelle à remettre de l'ordre dans les secteurs de la fonction publique. La paie des fonctionnaires de l'État par voie bancaire devient de plus en plus effective à l'intérieur du pays. C'est ce mardi que va débuter cette opération en province orientale. Pour l'instant, on en est à l'étape de l'identification donc des listes. Une démarche pénible, indique notre envoyé spécial Adam Chemissi, en ligne depuis Kisangani. C'est exact, Rosine Martin Mouyamba. Rémunérer les agents de l'État par voie bancaire reste un exercice complexe, surtout au niveau de la base. Il faut préalablement répertorier les entités dans lesquelles travaillent les agents. Ensuite, dresser la liste nominative des agents à payer au niveau des comptes individuels à la banque. Alors, à ce niveau, il faut être très très prudent. Il faudrait premièrement ne retenir que des actifs, les personnes décédées ou celles qui ont quitté l'administration. Les déserteurs ne sont pas pris en compte. On les appelle les inactifs. Alors, Rosine Martin Mouyamba, vous me poserez certainement la question de savoir qu'en est-il des fonctionnaires de la province orientale. Alors, sachez qu'ici, il n'y a pour l'instant, comme dans le reste des provinces d'ailleurs, que les fonctionnaires du chef-lieu qui sont concernés par la bancarisation. Et il faut noter aussi cette précision importante, seuls les enseignants de l'EPSP seront les premiers à toucher leur salaire via les comptes en banque ouverts en leur nom. Le service local de la paie, ceux de l'EPSP qui sont gagnés, sont dans l'étape finale
d'établissement des listes et états de pays qui devront incessamment être envoyés aux banques locales. Vous avez compris, Rosine, que le processus requiert de la dextérité. C'est pourquoi la mission venue de Kinshasa s'attelle à sensibiliser et à expliquer le bien fondé de la réforme de la paix. Léon Malouani Moka, directeur national adjoint chargé de la paix des enseignants faisant partie de la mission, apporte les orientations techniques et fait observer que les promotions et les recrutements ne sont pas pris en compte dans le budget salarial. En conclusion, Kisangani accueille avec enthousiasme le système de la paie des fonctionnaires par voie bancaire. Lundi prochain, les banques recevront les listes et mardi, l'opération en tant que telle va débuter. Adam Chemissi, depuis la ville de Kisangani, pour Télé 7. Merci Adam et bon séjour là-bas. Dans les secteurs des infrastructures, le ministre en charge des ITPR n'a pas de répit du tout. Fridolin Kasweshi Musoka a effectué ce samedi une descente sur 3 sites érosifs de la capitale, accompagné du ministre provincial des Travaux publics et du directeur général de l'Office de voirie et drainage. Question de prendre des mesures d'urgence pour lutter contre les érosions, notamment en cette période pluvieuse. Jemima Mogo Mambasa, Élisée Bilonda Kasonga et Blancha Kandolo Onzei. C'est par le site La Lou à Binza Delvaux que Fridolin Kasweshi Musoka et sa suite débutent l'inspection. La première phase des travaux de sauvegarde qui y ont été effectués tiennent en place. La glissière se comporte normalement. Toutefois, certaines difficultés persistent, notamment une mobilisation importante des ressources financières. Le premier problème que nous avons, ce sont les sentiers piétonnes. C'est-à-dire là où la population est en train de passer, ça devient des canaux par lesquels l'eau va ruisseler et cette eau-là fait mal parce qu'il provoque des ravinements qui peuvent nous amener à une réactivation de l'érosion. À Mataba, une bonne végétalisation y est visible. Avec le retour de Dame la pluie, le plus grand souci est l'occupation par l'église kimbanguiste de certaines habitations avec tous les sinistres que cela peut entraîner. Ce qui révolte Robert Louzolanou, ministre provincial des Travaux publics. Ça, c'est un problème de la population. Je crois qu'il y a eu des expropriations pour pouvoir sauvegarder certains sites et pour permettre à construire des ouvrages et les sauvegarder. Mais malheureusement, les gens viennent dans les sites expropriés pour venir construire. Je crois que nous avons, à partir de lundi, nous allons voir sensibiliser le bourgmestre pour qu'il puisse prendre en charge ce problème. À Selembao, point de chute de la visite, la réoccupation du site, voire à des endroits expropriés, dénude la végétalisation. La population doit apprendre comment éviter d'elle-même certaines catastrophes naturelles. Entre-temps, des mesures correctives doivent être prises par des pouvoirs compétents pour pallier cette situation. Un appel à l'éveil et au courage lancé en direction du peuple d'Afrique, il vient de Nentongi Andila. Le chef spirituel et représentant légal du centre Vuvamu a tenu une conférence de presse ce samedi en la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Objectif, valoriser la culture africaine et inviter les Africains à la solidarité pour l'émancipation du continent noir. Jemima Mogo, Fiston Bouini, compte rendu. 61 ans après sa mort, le prophète Simon Kimbangu et surtout sa lutte pour l'épanouissement de l'homme noir reste vivace dans les cœurs de ceux qui croient en lui. Devant un parterre d'invités de marque, Nentongi Andi Lankusu Kiambinzalampanda Nangola, chef spirituel et représentant légal des centres Vuvamu, retrace le parcours élogieux de cet homme qui a combattu pour l'émancipation de l'homme noir et à travers lui toute l'Afrique. Dans son discours plein de nationalisme, il revient sur le 91e anniversaire de la condamnation injuste de Mfumu Kimbangu, célébré le 3 octobre de chaque année, mais aussi son retour triomphal vers le Père créateur. Parce qu'aujourd'hui nous parlons du retour en Afrique, terre de nos ancêtres, mais ce retour, pourquoi ça tarde? Alors, souffrez comme d'habitude, bien que le modérateur vous a dit qu'à l'introduction, j'utiliserai la langue de Voltaire, mais je suis africain. Quand le chef spirituel dit pour la réhabilitation totale de l'homme africain, mon adresse sera toujours amicale.
ebele bakomi tuna motuna tozonga ndenge kani po ete tozalaka na kati ya Afrique. Lelo tata mama ndeko soki tozalaka na kati ya Afrique oyo ya biso na kobanza kolondako azali mokonzi ya ndako na ye. Défenseur de la cause de Noirs, le chef spirituel du centre Vouvamou explique les raisons qui freinent le retour des Africains dans la terre de leurs ancêtres. L'Afrique est devenue la proie de l'Occident qui l'exploite à souhait et asservisse son peuple. Le Congo est actuellement occupé par des étrangers. Il a droit à la solidarité de ses frères africains. L'homme appelle donc les Africains à s'unir pour faire face à l'adversité et batailler pour l'indépendance réelle de l'Afrique. Vodacom Superstar, 3e saison. 5 candidats sont en lice pour remporter la cagnotte de 100 000 $ américains. L'entreprise de téléphonie cellulaire a, lors d'une conférence de presse organisée vendredi, présenté les finalistes de cette compétition. La Superstar Vodacom, qui sera connue ce lundi au studio Maman Angebi, va aussi enregistrer un tube avec l'artiste américain Akon, producteur de ce show. Anita Luambois et Chakonyebo, reportage. Ils étaient 14 candidats à la ligne de départ. 5 candidats sont en course pour succéder à Sarah Kalumé, superstar de la 2e saison. Après 10 semaines de rude épreuve, c'est ce lundi que la perle de la 3e saison de la Vodacom Superstar sera connue du grand public. C'est à l'issue de cette grande finale que l'on connaîtra celle ou celui qui portera haut le drapeau à l'échelle internationale et sera emmené à enregistrer un opus avec la star américaine Akon. Tatiana Madi, responsable segment jeune à Vodacom Congo, exhorte le public à plus de responsabilités et surtout à accorder un maximum de votes en faveur des candidats de leur choix. Et cet événement est bien plus qu'un simple show. Vous allez vous rendre compte que c'est un véritable engagement de Vodacom dans sa recherche imminente de placer le Congo sur la carte mondiale des stars incontestables. Et nous nous en félicitons. Parlons un peu de cette saison de Vodacom Superstar. Nous avions au départ 14 candidats sélectionnés. On va vous les présenter tout à l'heure parce qu'ils sont tous au milieu de nous. Nous avons sillonné les provinces de la RDC, avons sélectionné minutieusement les meilleurs. Et aujourd'hui, 10 semaines après une rude compétition, il n'en reste plus que 5 qui vont se battre pour la cagnotte de 100 000 $. Vodacom Congo se dit fier de participer à l'émergence des stars et surtout à l'encadrement de la jeunesse en leur offrant une plateforme pour exprimer leurs talents. Ils ont aussi l'opportunité de se rendre aux États-Unis d'Amérique afin d'enregistrer une chanson avec l'artiste américain Akon. C'est le cas de la superstar de la 2e saison, Sarah Kalumé, qui encourage ses collègues à plus d'ardeur pour ces quelques jours qui restent avant la finale. Il suffit seulement de te donner à fond, donner ce que tu sais faire. Et les Congolais vont bel et bien choisir, faire un très bon choix. Moi, j'étais avec Tatiana d'ailleurs à Los Angeles, ça a été une très belle expérience. Pour moi, Akon m'avait très bien accueilli et elle était venue me voir, qui était venue me prendre à l'aéroport à Atlanta, c'était super. Le rendez-vous est donc pris pour ce lundi au studio Maman Angebi. Pour participer au vote, envoyez des SMS au 42 601 à 25 cents pour un SMS, 42 602 à $1 pour 4 SMS, 42 603 à $10 pour 40 SMS et 42 604 à $100 pour 400 SMS pour faire élire le champion de l'édition 2012. Assainissement sur la ville. Après les travaux de la francophonie, les populations riveraines attendent voir les pouvoirs publics poursuivre avec les travaux de curage de la rivière qui traverse l'avenue Yolo dans la commune de Limete. Les immondices issus de cette rivière ne sont toujours pas évacués, au grand étonnement des passants jeûnés dans le passage. Suivez. L'écurage de ce cours d'eau devrait soulager la population de cette partie de la ville qui vit souvent la peur après la tombée de pluie. Par crainte de vivre les désastres que causent les pluies diluviennes, que les habitants des quartiers de la commune de Limete ont initié ces travaux. Question de se prendre en charge. L'initiative est soutenue par la ville selon un des initiateurs. Albert Zola se réjouit de l'évolution de leur dossier.
Toutefois, il attend voir l'évacuation des immondices qui gênent le passage. On a demandé à l'État qu'il puisse continuer à créer la rivière Lolo. Et lorsque nous avons vu les immondices s'entasser, ça a bloqué totalement le passage des eaux. Alors nous nous sommes dit non, il faut que nous nous levons pour aller essayer un peu de voir les autorités. Nous nous sommes réunis et nous avons pris l'initiative ensemble et puis nous sommes allés voir les autorités compétentes. Les autorités vont certes se dépêcher pour terminer les travaux. Préparatifs du sommet de la francophonie oblige. Ce programme d'assainissement devrait se poursuivre sur toute la rivière Kalamou jusqu'à l'avenue des Poids Lourds, en passant par la première rue. Cela pour un seul objectif, faciliter l'écoulement libre des eaux des pluies. L'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est loin de laisser la presse de Kinshasa indifférente. Celle parue ce samedi y revient largement. Pour ce faire, Rosa Oazi nous rejoint dans ce studio pour la revue de presse. L'élection du Rwanda parmi les membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour le compte de l'Afrique et l'affaire Roger Lumbala et Diomi Ndongala sont les deux sujets qui font la une de rares journaux paris ce week-end. Commençons cette ronde de journaux avec les potentiels qui titrent « Conseil de sécurité et Rwanda récompensé ». Depuis 48 heures, le Rwanda fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 2 ans. Incroyable consécration de l'impunité pour avoir allumé du feu en RDC et participer activement à la violation des droits de l'homme et au pillage systématique de ressources naturelles du Congo. Les pyromanes se trouvent aujourd'hui récompensés par les puissances occidentales qui l'élèvent au rang de sapeurs-pompiers appelés à maintenir la paix sur la planète. Considéré comme un média avant-gardiste, le journal Le Potentiel promet à Kigali et à ses soutiens de répondre un jour du tort qu'ils font à la RDC. Parlons à présent de l'affaire Diomi Ndongala et Roger Lumbala. Le député national Eugène Diomi Ndongala ne s'est pas présenté comme prévu en plénière le jeudi 18 octobre afin de donner sa version des faits sur les indices de culpabilité constitutifs de viol, de détention par ruse d'enfants et d'exposition d'enfants à la pornographie établis à sa charge par le procureur général de la République, écrit Le Potentiel. Quant à Roger Lumbala, il a accepté de rentrer à Kinshasa pour répondre à l'invitation des députés à condition que le gouvernement congolais lui garantisse la sécurité et confie sa protection à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO et au Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Voilà les conditions que le président du Rassemblement des Congolais, démocrates et nationalistes présente pour son retour au pays, rapporte l'Observateur. Terminons cette lecture de journaux par cette information sur la suspension de plusieurs chefs d'établissement de l'EPSP Kin-Est, écrit l'Observateur. Plus de 25 chefs d'établissement scolaires viennent d'être suspendus de leurs fonctions pour avoir outrepassé les instructions de l'autorité relative aux dispositions liées aux frais scolaires. Ces responsables d'établissement sont de ressorts ci-après, sous-division des Limité, d'Enjili, de Kimbanteke, d'Entélé et de Massina. Il s'agit précisément de l'Institut technique agricole de Montbélé, école primaire 1 de Montbélé, lycée Révérend Kim, collège Saint-André, lycée Palazola, collège des Chérubins et enfin le collège Saint-Barthélemy. Voilà l'essentiel des journaux parus ce week-end. Rosine Martin Bouyamba et bon week-end à vous tous. Merci Rose, cet Actu 7 est terminé, mais l'actualité se poursuit sur www.lepotentielonline.com. Bonsoir et bon week-end aux uns et aux autres.